Aujourd'hui, ce sera un peu différent. Je vais vous emmener avec moi dans l'un des endroits les plus dangereux et méconnus au monde. Et je vous promets que je dis pas ça à la légère, et vous allez très vite le comprendre. Car ce qu'on va faire, c'est naviguer et faire le tour de la planète pour aller sauver cet homme. Pour vous donner le contexte, nous sommes en 2017 et il est en passe de réaliser peut-être l'exploit le plus impressionnant jamais réalisé sur la mer. Battre le record du tour du monde en solitaire à la voile. On est en plein milieu de l'océan Indien et navigue à plus de 35 nœuds, à plus de 3000 km de toute vie humaine. Sauf que tout d'un coup, le scénario catastrophe se produit. Alors comme la règle numéro 1 en mer, c'est de jamais abandonner un marin, on va y aller nous-mêmes. Et vous vous rendrez compte très vite que l'océan, on n'en connaît pas grand-chose. Ses tempêtes, ses profondeurs, ses occupants. En fait, presque tout nous est inconnu. Il est intriguant, fascinant, mystérieux, mais surtout, comme vous l'avez compris, très dangereux. Depuis des millénaires, des explorateurs du monde entier sont partis au large. Et beaucoup ne sont jamais revenus. Puis un jour, des gens un peu fous ont décidé d'en faire un sport. La course au large. Pour vous la présenter rapidement, c'est un peu la catégorie ultra de la voile. Et elle se divise en deux grandes familles. D'abord les transats, pour transatlantique. Et là, tout est dans le nom en fait, c'est les traversées de l'Atlantique. Comme la route du Rhum par exemple, qui relie en solitaire Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Et puis il y a les tours du monde. Seuls, sans escale et sans assistance. Et là, c'est plus qu'un simple sport. C'est la véritable aventure. Un grand voyage dans l'inconnu comme ceux racontés par Jules Verne dans 20 000 lieues sous les mers ou Homère dans l'Odyssée. Et c'est aussi le Graal de pas mal de skippers. En fait, moins de 300 navigateurs dans l'histoire l'ont tenté. À titre de comparaison, plus d'astronautes sont allés dans l'espace. Mais bon, ne perdons pas trop de temps, c'est le moment de vous présenter notre tour du monde. Et je vous préviens, ce sera pas un tour du monde classique. Car on va remonter le temps pour le commencer avec les pionniers. Puis au fur et à mesure qu'on naviguera, on va avancer dans l'histoire. Et on se modernisera jusqu'à rejoindre François Gabard. Ah oui, c'est son nom. Et quand on le rejoindra, je vous préviens, on naviguera plus. On volera. Littéralement. Non, vraiment, je vous assure. À la fin, on volera. Mais d'abord, avant toute chose, avant de partir, pour que vous compreniez la difficulté d'un tour du monde, il faut d'abord que je vous présente les pionniers. Ceux qui sont partis seuls, sans moyen de communication et avec comme équipement de navigation juste un sextant et une boussole. Bon, ils étaient passionnés, mais je vais pas vous le cacher, quand on regarde leurs histoires individuelles, ils étaient surtout un petit peu fous. Le premier à le faire, c'était Joshua Slocum. Son tour du monde aura duré 3 ans. Et il aura dû repousser plusieurs attaques de pirates à la carabine de gros calibre. Je vous avais dit qu'ils étaient fous. Puis ensuite, la course autour du monde va vraiment démarrer en 1968. Là, 9 navigateurs prennent le départ de la première édition du Golden Globe Challenge. Et un seul finira par retourner à bon port. Parmi les 8 autres, on trouvera 3 histoires qui entreront dans la légende. Elles sont anecdotiques pour François Gabard, mais pour vous elles sont importantes, car elles vous permettent de mieux comprendre cette folie. La première, c'est celle de Bernard Moitié, un navigateur et écrivain français. Il sort de 2 échecs en librairie, manque d'inspiration pour son prochain roman et pense au suicide. Alors il part à l'aventure, sauf qu'après avoir fait le tour de l'Antarctique et passé le Cap Horn en tête, il décide au dernier moment de rester dans les mers du Sud pour refaire un tour. C'est que j'ai pas envie de rentrer en France. Vous voyez, je suis bien en mer, je suis heureux, j'ai l'impression de trouver quelque chose. Enfin, j'ai envie de continuer. Alors je continue vers le Pacifique, toujours sans escale. Puis s'arrête à Tahiti. C'est le seul endroit où on me foutrait vraiment la paix, où je pourrais écrire tranquille, pas être emmerdé par tous ces macros de journalistes. On me foutra la paix là-bas. Vraiment, je suis heureux en mer, Jacques. Vous n'avez pas idée à quel point je suis bien. Vous n'en avez pas idée, c'est formidable. Pour lui, partir d'Europe pour revenir en Europe, c'était comme partir de nulle part pour revenir nulle part. Ensuite, l'histoire du second est très courte. C'est celle de Nigel Tetley, dont le bateau sombra à seulement 2000 km de l'arrivée. Il sera secouru mais se suicidera 3 ans plus tard, incapable de trouver des fonds pour construire un nouveau bateau. Et enfin, la troisième et la plus folle, c'est celle du mystérieux Donald Crowhurst. Donald Crowhurst, c'est un businessman anglais qui s'inscrit à la course pour rembourser ses dettes. Déjà, ça part mal. Il veut empocher les 5000 livres promis au vainqueur, mais très vite, des problèmes techniques surviennent. Et il écrit dans son journal de bord n'avoir que 50% de chances de survie. Il a alors le choix entre abandonner et revenir sur terre criblé de dettes, ou continuer son voyage dans les dangereuses mers du Sud et naviguer vers une mort certaine. Alors ce qu'il va faire, c'est prendre la troisième option, tenter un tour de magie. Envoyer de fausses positions radio et écrire un faux journal de bord pour feindre son tour de l'Antarctique, puis reprendre contact avec la Terre au moment où les 3 participants restants remontent vers l'Europe. Et le plan marche un peu trop bien. Comme tout le monde le pense en tête, les 2 autres navigateurs paniquent, et Nigel Tetley, l'homme de notre courte deuxième histoire, accélère. Prend des risques et vous connaissez déjà la suite. Sauf que pour Crowhurst, c'est le scénario catastrophe. Il est seul en tête et tout le monde l'attend en héros. Oui, sauf que du coup, pour confirmer sa victoire, ses positions et ses journaux seraient alors minutieusement analysés.
En fait, il avait besoin d'une arrivée dans l'anonymat. Puis quelques jours plus tard, son bateau sera retrouvé vide, avec comme dernière ligne de son journal: c'est fini. C'est fini. C'est la fin de mon jeu. La vérité a éclaté. Personne ne saura s'il s'est suicidé, s'il a eu un accident ou s'il a simplement refait sa vie. Mais voilà, ces 3 histoires, c'était l'aventure. Et là, on est loin du trimaran dernier cri de François Gabard. Mais ces 9 fous étaient les premiers dominos indispensables. Niveau chrono, le vainqueur Robin Knox Johnson mettra 312 jours pour venir à bout de la course. Retenez bien, car c'est notre premier temps référence. Puis 20 ans plus tard, en 1989, une nouvelle course est créée. Et elle deviendra le Graal de la course au large. Le rêve de presque tous les passionnés de voile. C'est le Vendée Globe. Titouan Lamazou est le premier vainqueur. Il met 109 jours pour faire le tour du monde. C'est 3 fois moins que Knox Johnson, sans que rien ne soit vraiment encore optimisé. Mais bref, 1989, c'est aussi l'année où notre héros, François Gabard, débute la voile. Avec en tête un rêve, le Vendée Globe. Et quand vous commencez la voile, il y a une certitude, c'est que votre premier voyage se fera dans ce bateau. Ça s'appelle un optimiste. C'est un petit monocoque à une seule voile d'un peu plus de 2 mètres. C'est un bateau léger, stable et assez facile à manœuvrer pour un débutant. Alors si vous avez eu la chance de faire l'école de voile, c'est fort probable que vous soyez déjà monté dedans, comme François Gabard. Il en devient champion de France à 14 ans. Et puis en montant de catégorie, à 21 ans, il devient cette fois champion du monde junior de tornado. Rien ne lui résiste vraiment. Mais on est encore loin du large, car partir à l'aventure, c'est pas la même chose que faire la course entre des bouées. Il faut un bateau solide, et du coup il faut plus de moyens. Alors notre jeune prodige passe 2 ans à chercher un sponsor. 2 ans pour montrer son talent alors que l'on a déjà tout gagné, c'est long. Mais au final, en 2008, Gabard trouve son premier contrat avec la région Bretagne. Et les victoires s'enchaînent, les contacts aussi, et tout devient plus facile. 2 ans plus tard, il signe avec Massif, et c'est le début de la grande aventure qui le mènera en 2012 au départ du Vendée Globe. Alors avance rapide, nous sommes 5 ans avant la grande expédition de 2017. Et le départ de la 7ème édition du Vendée Globe est sur le point d'être donné au Sables d'Olonne. Et François Gabard est prêt. Il est le benjamin de la course, il a 29 ans. Lui se voit outsider, mais pourtant certains observateurs n'hésitent pas à le mettre au rang des favoris. Et en même temps, ils ont des arguments. Gabard vient de terminer seconde de la Solitaire du Figaro, l'antichambre du Vendée Globe. Il s'est fait biberonner par des navigateurs d'expérience, notamment le double vainqueur du Vendée Globe, Michel Desjoyaux. Et c'est avec lui qu'il va imaginer et créer le bateau qui l'emmènera pour la première fois autour du monde, l'IMOCA Massif. Sur la ligne de départ, la tension est énorme. Les départs en voile, c'est un peu dangereux. Tout le monde est collé, il faut tourner autour de la ligne, mais sans jamais la dépasser. Le but étant d'être le mieux placé possible au moment du coup de feu. Sauf que cette fois-ci, lorsque le départ est donné, Gabard est déjà devant la ligne. Il n'est pas le seul, mais quand même, c'est Galaparte pour un tour du monde de 80 jours, mais il trouve le moyen de faire un faux départ. C'est le premier signe que la performance commence à prendre le pas sur l'aventure. Mais bref, Gabard perd 1 heure et repasse dans le bon sens la ligne de départ. Sauf que dès la tombée de la nuit, Gabard est devant, côte à côte avec Armel Lecléache, celui qui avait terminé premier de la Solitaire du Figaro, devant Gabard. Et on comprend très vite que le combat ne fait que commencer. Pour notre prodige, les sensations de vitesse sont bonnes, le vent est là et le bateau répond. C'est le scénario parfait. Et derrière lui, après seulement 12 jours de course, déjà 30% des bateaux ont abandonné. Mais pour Gabard, la descente de l'Atlantique se passe bien. Sauf que juste après le cap de Bonne-Espérance, à l'entrée de l'océan Indien, c'est Lecléache qui est en tête. Mais vous le savez maintenant, c'est là que la vraie course va commencer. C'est là que le vent monte, que la houle se lève, que les nuages se noircissent et que les déferlantes deviennent le quotidien. On est enfin dans le grand sud. Enfin, ça c'est en théorie. Sauf que là, la mer est calme, mais le vent reste puissant. Et seuls Gabard et Lecléache parviennent à exploiter ces conditions météo quasiment parfaites. Sauf que là, il y a une tendance assez claire, dans le sens où la météo est clairement favorable pour nous devant avec Armel. Ils n'ont pas du tout les mêmes conditions derrière. Alors le trou est fait. Car derrière eux, l'air ne souffle plus. Et tout le monde en est alors conscient. C'est le retour du grand duel. C'est le retour du remake de la Solitaire du Figaro d'il y a 2 ans. Ils sont seuls, au milieu de nulle part, mais sur la même route, dans les mêmes vents. Ils peuvent même se voir et se parler à la radio. Là, vous comprenez qu'il est plus question d'aventure. Là, on en revient à la base de la compétition. Il faut aller plus vite, prendre les meilleures décisions stratégiques et gagner. Et quand on est en course avec des bateaux à peu près équivalents, pour prendre l'avantage, on a 2 solutions. Choisir la route idéale ou optimiser mieux que l'autre les performances du bateau. Pour choisir la route idéale, c'est simple, il faut analyser la météo. On peut anticiper les changements de vent, rechercher ceux qui pourraient nous être favorables et en déduire le meilleur chemin. Et pour les performances du bateau, ce sont principalement les voiles, la préparation et les compétences du skipper qui font la différence. Régler en permanence la tension, l'angle et la surface pour obtenir un rendement maximal, le tout sans prendre trop de risques, pour ne pas risquer l'avarie. Et du coup, la préoccupation principale, c'est souvent quelle voile choisir. Le règlement est clair, ils ne peuvent en amener que 10 maximum. 10 voiles pour faire face à toutes les situations possibles. Nous sommes dans l'océan Pacifique, et les 2 voiliers sont presque côte à côte. Sauf que dans cette météo identique,
Gabard va plus vite. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une petite J3 ST5. Je sais pas si c'est ça. Alors j'hésite à la rouler pour pas le montrer. Là je pense qu'en ce moment il la voit pas, il est à la limite de commencer à la voir. Je sais pas trop ce que je fais, soit je la laisse, soit je la roule en espérant continuer à aller un peu plus vite. Parce qu'en même temps s'il la voit et que c'est ça, il va à peu près plus vite après, c'est couillon. Ah, ça c'est les grands secrets de la course, faut pas montrer ces petits... Mais l'écart ne se creuse pas. Ils traversent le Pacifique en 13 jours et arrivent ensemble au Cap Horn. Puis en remontant la côte argentine, la météo devient alors imprévisible et les deux skippers prennent une stratégie différente. Le Cléache prend à l'ouest sur quelques kilomètres pour aller chercher des vents plus portants. Un petit coup de stratégie, rien de fou. Sauf qu'une fois son choix fait, le vent tourne et il faut revenir sur la trajectoire initiale. Celle sur laquelle se trouve toujours François Gabard. Le break est fait et il est le premier à sortir de la dépression, à prendre l'Alizé de sud-est et à rejoindre le poteau noir. On est passé en quelques heures de 30 à 200 000 nautiques d'écart. Et les possibilités pour revenir ne sont pas grandes. On a le poteau noir et l'anticyclone des Açores. C'est pas les plus dangereux après ce qu'ils ont traversé. Mais après 60 jours de course, les bateaux et les hommes sont épuisés. Et l'erreur peut arriver à tout moment. Il ne faut surtout pas s'endormir au moment où le vent se lève, pas percuter un bateau de pêche pendant la sieste, pas prendre une mauvaise décision stratégique qui nous amènerait dans une zone dépourvue de vent. Mais Gabard est solide dans le poteau noir, il le passe sans accroc, mais il reste alors l'anticyclone des Açores, poursuivi par celui qui l'avait maté 2 ans plus tôt. Il n'a que 29 ans et pourtant il est en train de gagner ses galons de vieux loup de mer. Engagé pour la première fois dans le Vendée Globe, la course la plus prestigieuse en solitaire, il mène la danse depuis plusieurs semaines maintenant et il espère remporter la victoire ce week-end en faisant même mieux que Jules Verne. Je suis content d'être là où je suis et de s'approcher de la ligne d'arrivée. Il reste encore du chemin, on est qu'aux Açores, il faut pas s'endormir, faut rester concentré, faire attention parce que la route est encore longue. Mais c'est bien d'être placé comme je suis aujourd'hui et je suis très content d'être là où je suis. Oui, vous êtes premier. Pourtant cette course elle est vraiment très particulière parce que c'est un mano à mano avec Armel Lecléache qui n'est pas très loin de vous. Ah bah c'est sûr que là depuis 2 mois on est serré collé avec Armel. Depuis le Cap Horn j'ai pris un petit avantage que j'essaye de conserver. J'espère tout simplement que je vais réussir à tenir cette avance jusqu'à ce week-end, jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne. Tout peut arriver, l'avarie, des problèmes de stratégie météo. Il faut rester concentré, il faut tout faire, tout donner pour aller le plus vite possible et dans la plus grande sécurité possible jusqu'au sable. Si vous remportez la course, vous serez le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'épreuve. Ce serait absolument formidable pour vous, non ? Sauf que le vent tourne, l'anticyclone se déplace vers l'est et offre une autoroute à Gabard pour rejoindre les Sables d'Olonne. C'est le scénario rêvé, plus aucun obstacle sur sa route. Et c'est finalement le 27 janvier 2013 que le petit prince de la voile arrive en héros dans la baie des Sables. Premier Vendée Globe, première victoire. Plus jeune vainqueur à 29 ans et record de l'épreuve. 78 jours, 2 heures et 16 minutes. 3 heures de moins qu'Armel Lecléache et 6 jours de moins que son mentor Michel Desjoyaux en 2008. On est loin du record de Robin Knox-Johnson. Mais l'émotion est la même, car comme les pionniers 50 ans plus tôt, il connaît le prix qu'il a payé pour en arriver là. Les sacrifices, quasiment 3 mois à faire le tour du monde, seul à se mesurer à la nature. Et avec cette victoire, tout change. Le Vendée Globe était perçu comme la grande aventure. On y allait pour partir au large et défier les éléments. Mais avec cette victoire, le paradigme change. La course devient un sprint de moins de 80 jours, où tout doit être optimisé. Chaque édition, les bateaux sont de plus en plus performants, les skippers de plus en plus expérimentés, les records tombent et des rivalités émergent. Après la solitaire du Figaro perdu, la revanche aura donc eu lieu entre Gabard et Lecléache, et il semble clair que ça ne fait que commencer. Et 4 ans plus tard, Armel revient sur le Vendée. Après 2 secondes places, il vient cette fois pour l'emporter. Sauf que Gabard ne reviendra plus. En fait, il a autre chose en tête. Il vient de gagner la course au large la plus prestigieuse au monde à 29 ans, l'objectif ultime de presque tous les skippers. Et il veut maintenant battre des records, repousser les limites du sport, amener les bateaux à voile à des vitesses jamais vues. Battre le record du tour du monde en solitaire. Mais pour battre ce record, il faut construire un nouveau bateau. Pas un IMOCA donc, mais un ultime. Alors François Gabard se tourne vers son sponsor historique, celui qui l'accompagne depuis 2010, la Massif. Et ensemble, ils se lancent dans la construction d'un trimaran nouvelle génération, le trimaran Massif.
Car la Massif et la course au large, c'est une grande histoire qui dure depuis presque 20 ans. Et c'est pour ça que je suis heureux de réaliser ce documentaire en collaboration avec eux. Depuis 2008, elle a mis au point et développé un tout nouveau programme d'accompagnement sportif de haut niveau, le programme Skipper Massif, dont l'objectif est d'encadrer de jeunes marins talentueux et prometteurs pour les amener au plus haut niveau de la course au large en solitaire. Un programme ambitieux qui permet de soutenir les athlètes financièrement, techniquement et opérationnellement. D'abord pour leur permettre de progresser et d'exceller sur le circuit Figaro, puis pour qu'ils atteignent l'excellence en remportant les compétitions les plus prestigieuses, comme le Vendée Globe. Alors hier, c'était Gabard, mais aujourd'hui c'est Charlie Dalin, passé par ce programme Skipper Massif, qui porte haut et fort les couleurs de la Massif. Il est l'un des navigateurs les plus doués de sa génération, et Massif l'accompagne depuis 10 ans. Après avoir terminé 2e du Vendée Globe en 2020, il est revenu avec un nouveau bateau pour enfin réaliser son rêve. Pendant 4 ans, avec l'aide de son équipe et de son sponsor Massif, il a travaillé sans relâche pour être capable de réaliser une course historique. Et au final, vous avez pas pu le louper, il l'emporte en 64 jours. Un nouveau record battu de presque 10 jours. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de collaborer avec la Massif, qui a écrit et marqué l'histoire de la course au large depuis 20 ans. Car ce sont ces projets qui financent des formations, des infrastructures, des talents et qui permettent in fine au sport tout entier de se développer. Merci à eux pour leur confiance et merci à eux de partager leur engagement auprès de tous les marins. Pour ce qui est de François Gabard, il venait donc de gagner le Vendée Globe. Et vous le savez maintenant, il a une nouvelle idée en tête, s'emparer du record du Tour du Monde à la voile en solitaire. Pour l'idée, il va s'inspirer du parcours d'autres skippers. Le premier, c'est Thomas Coville, 6e du Vendée Globe 2000, mais surtout un des précurseurs de la classe ultime. Des bateaux plus grands et plus puissants que les IMOCA, des sortes de Formule 1 de la voile, des multicoques qui se rapprochent des 30 mètres, qui pourraient traverser l'Atlantique en seulement une semaine, et qui volent au-dessus des vagues grâce à leur foil. Je vous avais dit qu'on allait voler. Et le second, c'est une skippeuse, c'est Ellen MacArthur. Un exploit, c'est ce que vient de réaliser Ellen MacArthur. Il y a 6 mois, cette jeune Anglaise de 24 ans était inconnue du grand public. Aujourd'hui, des centaines de bateaux ont percé le brouillard pour l'accueillir. Pour voir de près ce phénomène qui aura inquiété Michel Desjoyaux, épuisée, elle se sera pourtant battue jusqu'au bout. En bouclant ce tour du monde en 94 jours, elle prouve maintenant qu'elle a sa place dans la famille des légendes de la mer. Ellen MacArthur, c'est l'une des plus grandes navigatrices du 21e siècle. En 2000, elle termine 2e du Vendée Globe à seulement 24 ans, un jour derrière Michel Desjoyaux. Puis elle remporte la route du Rhum un an plus tard. La jeune Britannique vient d'acquérir de nouveaux galons, un parcours exemplaire pour une route du Rhum chaotique. C'était la fête la nuit dernière en Guadeloupe. Et ensuite, plus vraiment de compétition. Le désir y est plus. Ce qu'elle veut, c'est continuer à faire le tour du monde en repoussant les limites du possible. Et pour ça, elle se lance le défi de battre le record du tour du monde en solitaire. Pendant 3 ans, elle va construire avec son équipe un nouveau bateau à 1,8 million de $. Sauf que pendant la construction, le record explose. De 93 jours, il passe à 72. Mais Ellen MacArthur part quand même. Ellen set off from Ushant off the coast of France on November the 28th, and she instantly made good progress, recording a new solo record time as she raced on past the equator. But it hasn't all been plain sailing. First, she was hit by a generator problem as she passed the Cape of Good Hope. On day 40, it was Ellen herself, not her boat, in trouble. She burnt her arm badly. 9 days later, she was hurt again, suffering an injury to the head from a part of the sail beam. But the biggest threat to her record attempt came when her mainsail was damaged. That was on day 54, and it forced her to sail in the wrong direction. Throughout, she encountered a number of near misses, none bigger than on day 63, when her yacht nearly collided with a whale. Now, despite unfavourable winds, which threatened to put that record attempt on a knife edge, she crossed the finish line off the coast of France last night at 10:29 p.m. Greenwich Mean Time. 71 jours, nouveau record, nouveau rêve réalisé. Puis elle surprend tout le monde en arrêtant la voile en compétition pour créer sa fondation et sauver l'océan du plastique. Ellen MacArthur, ou plutôt Dame Ellen MacArthur, c'est l'une des sportives les plus inspirantes de sa génération. Elle, Thomas Coville et François Gabard ont beaucoup de traits de caractère en commun. Ils sont curieux, ambitieux et en veulent toujours plus pour ne jamais être tentés de se complaire dans leur zone de confort. Ils auraient tous pu choisir la facilité et profiter de leur fenêtre médiatique pour trouver des sponsors, construire un nouveau bateau, participer à d'autres Vendée Globe et vivre encore leur rêve de grand large. Mais ils voulaient autre chose. Mais bref, du coup François Gabard a choisi son prochain défi, battre le record du tour du monde en solitaire. Et pourquoi pas devenir le premier homme à passer sous la mythique barrière des 40 jours. Le premier temps de référence était de 72 par Francis Joyon, un an seulement avant qu'Ellen MacArthur ne le fasse donc descendre d'un petit jour. Sauf que piqué, Francis Joyon le retente 3 ans plus tard, en 2008, et l'explose. 57 jours, 14 de moins que le record d'Ellen MacArthur. C'est impressionnant, et ça paraît même difficile à battre.
On commence à le comprendre quand Thomas Coville se lance le défi de faire mieux. En 2007, lors de sa première tentative, il doit avorter après une collision avec un OVNI, un objet flottant non identifié. Puis en 2008, il termine, mais quelques heures derrière Joyon. J'ai tout donné, j'ai pas une miette, il m'en reste plus là. J'ai pas lâché une seule minute, et puis après c'était battre le record, et ça j'ai pas réussi. Voilà. Alors il retente. En 2011, 61 jours. Et en 2014, encore un abandon. Puis enfin, en 2016, le Graal. C'est incroyable, c'est incroyable. Des années de travail pour arriver à ça. C'est fantastique. On n'est pas le chrono, mais je crois qu'il est très bien. L'exploit d'une vie, au bout de 5 tentatives, 49 jours, 3 heures et 4 minutes. Un temps qui semblait impossible à battre. Impossible pour tous. Sauf pour un homme peut-être. Un homme à la tête d'un bateau dernière génération, à la tête du premier trimaran géant dessiné et construit pour la course en solitaire. Le Massif Ultime de François Gabard. Nous sommes en 2017 et le Petit Prince de la Voile est prêt. Son bateau aussi. Il a pu le tester avec succès pendant un peu plus d'1 an et il est maintenant l'heure de partir. Pour réaliser un tel record, partir en fin d'année est une obligation, car ça permet d'éviter de traverser le Grand Sud en plein hiver austral, quand la banquise remonte et que les icebergs rendent la navigation trop dangereuse. Alors c'est à partir de mi-octobre que la fenêtre s'ouvre. Mais juste avant, il faut quand même que je vous présente un peu plus en détail notre parcours. Surtout qu'il est sacrément inquiétant. Notre première étape, c'est de longer la côte française. Ça paraît simple, on est proche de la terre. Et pourtant, on arrive dans notre première grosse difficulté. C'est le golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, c'est une vaste étendue maritime de l'Atlantique, bordant le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne. Ça, c'est pour sa géolocalisation. Mais pour nous, c'est surtout un avertissement. C'est une sorte de test. Car l'hiver, les tempêtes, les courants et la profondeur de ces eaux en font un royaume indomptable, où la nature déploie toute sa grandeur et sa puissance à seulement quelques mètres de nos propres côtes. C'est un lieu légendaire et mystérieux, mais surtout très dangereux. D'ailleurs, la sortie du golfe est représentée par le Cap Finistère. Mais le Cap Finistère, il est surtout connu par les marins sous un autre nom. Celui de Costa da Morte, la côte de la mort. Nous sommes en 1992, c'est la 2e édition du Vendée Globe, et c'est dans ce golfe que le premier drame va arriver. Seulement quelques heures après le départ de la course, une tempête folle s'abat sur le golfe, et 6 skippers décident de faire demi-tour. Mais Nigel Burgess décide de la traverser. Ça semble marcher. Il s'approche du Cap Finistère, puis en pleine nuit, déclenche sa balise de détresse. En seulement 4 jours, la course a pris des allures de drame. Nigel Burgess a été emporté dans la tempête. Il avait déclenché la nuit dernière ses balises de détresse. Son corps a été repêché ce midi. Et personne ne parviendra vraiment à comprendre le drame. Bon, moi je voudrais juste faire le distinguo entre la disparition de Nigel Burgess, qui était sorti de la zone de mauvais temps, et pour lequel je dirais on comprend pas du tout ce qui a pu se passer. Certains parlent d'attaque de pirates, d'autres de simple perte de connaissance, mais en fait on saura jamais. Et son bateau deviendra une prise de mer de navigateurs espagnols, qui le revendront ensuite au prix fort quelques années plus tard. Et là vous commencez peut-être à comprendre, je pourrais vous conter des dizaines d'anecdotes comme celle-ci. Mais ce que je cherche à vous faire comprendre avec ce golfe de Gascogne, c'est que l'océan est imprévisible, et il ne fait pas de cadeaux. Qu'importe l'endroit où vous vous situez, même à quelques centaines de mètres des côtes, le danger rôde. Ensuite, pour la prochaine étape de notre parcours, il faut que je vous briefe sur quelques notions météo. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Bon, déjà, un anticyclone, ça ressemble à ça. Le centre, c'est le noyau. C'est là où l'air descend lentement à la verticale vers le sol. Il se comprime sous la pression de l'atmosphère et devient de plus en plus chaud et sec. Du coup, il fait souvent beau et calme au milieu d'un anticyclone. C'est peut-être bien pour des touristes, mais pour nous, qui sommes à la recherche de vitesse, ça nous arrange pas, car on a besoin de vent pour avancer. Alors ce qu'il faut faire, c'est le contourner pour attraper l'air qui tente de s'en échapper. Et notre premier anticyclone, c'est lui. C'est celui des Açores, qui se situe dans l'océan Atlantique. En fait, c'est lui qui régule le climat européen et s'étend pendant l'été pour nous protéger des dépressions. Mais bref, ce qui nous intéresse à nous, c'est où est-ce qu'on passe. À l'est ou à l'ouest? C'est notre première décision stratégique. Et elle va dépendre du vent. Regardez, en s'échappant du noyau, l'air suit la rotation de la Terre et tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pour trouver les vents portants, ceux qui soufflent dans le dos et nous permettent d'avancer plus efficacement, on va passer à l'est. Et en plus, ça nous permettra d'atteindre plus rapidement d'autres vents, beaucoup plus forts et réguliers, qui soufflent depuis le nord-est et nous amènent vers l'équateur. Ces vents, on les appelle les alizés de nord-est, vu que c'est de là qu'ils soufflent. Ce sont eux qui vont nous aider à atteindre l'équateur. Mais ce sont aussi eux qui, du coup, vont nous amener dans un endroit aussi crucial que dangereux, le poteau noir. Le poteau noir, c'est une zone de convergence intertropicale au milieu de l'océan Atlantique. En fait, tout près de l'équateur, l'alizé de nord-est
Le vent qu'on vient de prendre va rejoindre l'alizé de sud-est, et quand on entre au point de jonction des deux, on trouve souvent une épaisse couverture nuageuse. La température de l'eau est élevée, la chaleur est étouffante, et l'humidité augmente. Et là, c'est la loterie. Vous avez le droit soit au calme absolu, soit à de fortes tempêtes. C'est une zone assez inquiétante de par son incertitude, alors on va vite la traverser et naviguer vers le sud. Et c'est là que le véritable enfer va commencer. Pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est longer le Brésil, puis une fois arrivé au large de l'Uruguay, virer à bâbord, à gauche quoi. Et là, on va traverser l'Atlantique en évitant l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et vous connaissez maintenant la chanson, il ne faut surtout pas passer au milieu, car le risque c'est de se retrouver encalminé. Mais alors on passe où? À l'est ou à l'ouest? Je vous laisse un peu chercher. Attention, il y a un piège. Bon, il fallait passer à l'ouest cette fois, car vous vous souvenez de l'air qui s'écrase au centre à la verticale pour s'échapper en tournant autour du noyau? Aux Açores, il allait dans le sens des aiguilles d'une montre, pour suivre la rotation de la Terre. Sauf qu'on vient de passer dans l'hémisphère sud. Alors tout s'inverse, les vents autour de l'anticyclone dévient maintenant vers la droite et tournent dans le sens inverse, et le choix stratégique devient alors évident. Il faut prendre les vents portant à l'ouest. Et on arrive enfin au cap de Bonne-Espérance, notre porte vers les mers du Sud. Nous sommes de retour sur notre île d'Ouessant, et le 4 novembre au petit matin, c'est le jour J. François Gabard passe la ligne de départ. Et voilà, c'est parti! On vient de passer la ligne à Ouessant, 9h04 et 9h06. Les premières heures sont magiques. Il faut se réapproprier le bateau, car il est massif, l'équivalent de 4 terrains de tennis. Ça fait beaucoup de bruit, et surtout ça va très vite. Le bateau atteint des vitesses jamais vues, 47 nœuds quelques heures après le départ. La descente de l'Atlantique jusqu'au poteau noir est parfaite. Puis après, plus rien, pas de vent. La moyenne de vitesse chute, et à l'équateur, Gabard a plus de 3 heures de retard sur le record de Thomas Coville. Mais au large des côtes argentines, Gabard attrape une dépression en formation, se positionne devant, et le bateau reprend de la vitesse pour tracer droit vers le cap de Bonne-Espérance. Et à l'arrivée, à la porte des mers du Sud, Gabard est devant, 2 jours d'avance. C'est à peine croyable, 11 jours, 20 heures et 10 minutes entre Ouessant et Bonne-Espérance. C'est le record pour un seul homme, mais surtout c'est 1 jour de moins que le détenteur du trophée Jules Verne, Francis Joyon et son équipage. Le trophée Jules Verne, c'est le record du tour du monde à la voile le plus rapide, mais réalisé en équipage. Enfin, il peut être réalisé n'importe comment, mais en équipage c'est plus facile. Et il est détenu par Idexport, 40 jours, 23 heures et 30 minutes, une vitesse moyenne de presque 27 nœuds, 50 km/h. Battre le record du Jules Verne en solitaire, c'est le rêve fou, l'objectif impossible et inavouable. En fait, c'est faire seul ce que les autres ont réalisé à 6. Mais il est donc dans leur temps de passage. En fait, la vitesse est si folle que Massif bat 4 fois le record de la distance parcourue en solitaire en 24 heures. Mais en arrivant dans les mers du Sud, le plus dur arrive. Jusqu'ici, rien n'a vraiment été facile, mais on était en territoire connu. On pouvait croiser des hélicoptères, des avions, des cargos, ou même quelques bateaux de pêche. À partir d'ici, il n'y aura plus personne. Seulement quelques terres donc, mais inhabitées. Et des albatros. Ouais, beaucoup d'albatros. Dans le Grand Sud, le bruit du vent sonne différemment, beaucoup plus violemment. Le froid colle à la peau et les vagues deviennent hautes comme des montagnes. On entre un peu dans le monde des ténèbres, celui que nos héros préférés doivent traverser pour réaliser leur quête. Un monde où la mort est palpable, et où il est clair que nous ne sommes pas les bienvenus. Si nous avons un problème, on pourra toujours lancer un appel de détresse. Mais il faut que vous en soyez conscients, il faudra entre 5 et 6 jours pour que quelqu'un nous vienne en aide. Si tant est qu'on ait réussi à nous localiser. Bon, la bonne nouvelle c'est que là, on n'ira pas plus au sud, seulement à l'est. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que du coup on va naviguer entre les 40e et 50e parallèles sud pour traverser l'océan Indien et le Pacifique. 40e et 50e parallèles, c'est le nom formel, car les autres marins les appellent plutôt les 40e rugissants et les 50e hurlants. Car ici, il n'y a plus de terre pour bloquer ou ralentir les vents. Ils soufflent sans obstacle et accumulent de la puissance. Et puis, c'est aussi l'endroit où se rencontrent l'air froid de l'Antarctique et l'air plus chaud des régions subtropicales. Alors les vagues ne se calment presque jamais et peuvent s'élever au-delà des 10 mètres. Les 40e rugissants, c'est au final une sorte d'entraînement pour les 50e hurlants, où tout est décuplé, et où en plus la proximité avec l'Antarctique et ses chutes d'iceberg peut créer des déferlantes, ces vagues qui cassent au large et peuvent ressembler à des mini raz-de-marée. Et la meilleure manière pour vous illustrer ces mers du Sud, c'est l'édition 1996 du Vendée Globe. La 3e édition la plus agitée du Vendée Globe. Au large de l'océan Indien, dans le froid et la tempête, l'anglais Bullimore, après 4 jours et 4 nuits, attendait, reclus à l'intérieur de son bateau qui avait chaviré. Une frégate de la marine australienne le récupère sain et sauf, grâce à une énorme détermination et quelques carrés de chocolat. Quelques heures auparavant, les secours australiens élitreillent le français Thierry Dubois, qui avait pris place dans un canot de survie. 1996, Raphaël Dinenli est à bord d'un bateau qui a pris l'eau. Miraculeusement, il sera sauvé par l'anglais Pete Goss, qui se déroute, le récupère en pleine mer et le ramène à bon port en Australie. Lors de cette édition du Vendée Globe, le Canadien Jerry Rouve disparaît dans des conditions dantesques. On retrouvera son bateau, jamais la mer ne rendra son corps.
Alors maintenant, il nous faut réduire la voilure, utiliser le vent à bon escient et survivre. C'est le début de notre longue nuit. Gabar est donc enfin arrivé dans les mers du Sud. Et d'un coup, l'ambiance change. Une forte dépression descend de Madagascar et les vents deviennent trop forts, mais aussi trop imprévisibles et exigeants. C'est trop dangereux. Et les choses compliquées commencent. Comme vous l'avez compris, il y a un peu de vent, il y a une grosse dépression qui arrive de Madagascar. Il y a des vents à plus de 50 nœuds, mer de plus de 10 mètres. Et on ne peut pas passer avec le sous-marin là-dedans. Donc on va essayer de faire le tour, on va essayer de ralentir un peu. Et essayer de faire le dos rond. C'est pas facile, c'est le fait depuis 12 jours que j'essaie d'aller à fond la caisse et le plus possible. Mais là il va falloir ralentir un petit peu, essayer d'être intelligent pour passer ça en souplesse, voilà. Alors Gabar ralentit et profite de l'accalmie pour dormir et inspecter le bateau. C'est une partie de l'aventure que j'ai pas encore évoquée, mais pourtant elle est cruciale, car pour gagner ou battre des records en solitaire, en plus de faire des bons choix stratégiques, il faut savoir garder un corps et un bateau en bon état de marche. Du côté du bateau, ça signifie vérifier son état, voire faire du bricolage ou résoudre une avarie. Alors, la bricole du jour, réparer cette bosse d'enrouleur. Vous voyez, elle est cassée, la plaque, donc on va aller mettre une plaque dessous. Voilà, de nouvelles plaques, ça vient de marcher. Nickel. C'est cool. Et pour le corps, ça signifie bien manger et bien dormir. Pour la nourriture, les repas sont lyophilisés et le bateau possède une petite cuisine. C'est pas de la grande gastronomie, je vais pas vous mentir, mais pour un mois et demi, ça fait l'affaire. Par contre, pour le sommeil, c'est différent, car un tour du monde en solitaire, c'est au final une course d'ultra-endurance. Il ne faut jamais s'arrêter et garder une allure de croisière très élevée. Vous comprenez donc qu'il est impossible de dormir normalement. Alors pour se reposer, on fait pas des nuits, on fait des siestes. Des siestes d'une trentaine de minutes, parfois 1 heure, mais aussi parfois quelques secondes, entre 4 et 6 fois par jour, en fonction des conditions. On appelle ça le sommeil polyphasique. On découpe les heures de sommeil d'une nuit pour les répartir pendant la journée, aux moments les plus propices. À 11 h par exemple, la sieste est peu efficace, ou en tout cas bien moins qu'à 14. Alors chaque jour, pour ne pas trop faire exploser sa dette de sommeil, François Gabar a ses fenêtres idéales de sieste. Et s'il les rate, c'est l'alerte rouge. Il peut être confronté à des hallucinations. Imaginez des bateaux au large, un proche sur un bateau, ou un iceberg en plein sur la trajectoire. Mais le principal risque est de plonger subitement dans une inertie du sommeil, et de partir pour un cycle classique de plusieurs heures, pendant lequel le bateau sera livré à lui-même. Mais bref, du coup là, François Gabar profite de la tempête devant lui pour se reposer un peu plus que prévu. Pour ça, il a enlevé de la voile, perdu de la vitesse et limité les risques. Sauf qu'au moment de repartir, il décide de passer sous les îles Kerguelen, afin d'éviter une grosse dépression. Et là, l'ambiance n'est plus froide, elle est glaciale. Et voilà, bienvenue dans le frigidaire. Il doit faire 3-4 degrés. Et on va en direction du congélateur en fait. Voilà, parce qu'on est toujours plein sud. Pourquoi? Toujours cette dépression qui nous embête un peu. De l'Indien et qui fait qu'elle bloque un peu le passage. D'habitude on passe au milieu et là il y a soit pas de vent, soit du vent de face et on n'aime pas trop ça. Donc on est en train de faire le tour, on attend sagement une dépression qui a pas l'air d'être très sage elle, qui arrive par l'ouest, qui a l'air d'être assez violente avec du vent fort. On va essayer de faire au mieux avec ça. Pour le moment c'est pas des conditions idéales pour commencer l'Indien, c'est clair, mais de toute façon on n'a pas le choix, on fait avec. Nous sommes maintenant dans les 50e hurlants, proche du 55e parallèle sud, proche de l'enfer. La température extérieure est de 4 degrés, le ciel est gris et la houle est forte, et ces îles ne sont qu'un mirage. On les appelle souvent les îles de la désolation, car aucun humain n'y vit à l'année et que la terre habitable la plus proche est à plus de 3000 km. En fait, seuls les manchots et les rafales de vent y sont maîtres. L'homme n'est lui pas le bienvenu. Et seulement quelques heures plus tard... Sa batterie vient tout juste de lâcher, et il est bloqué en pleine tempête. Pas de batterie, ça signifie plus de système de navigation automatique, plus de GPS, plus de radar, plus de communication, et plus de désalinisateur. Plus rien quoi. Seul, au beau milieu de l'océan Indien, à plus de 3000 km de tout habitat humain. Ça signifie tout simplement que personne ne peut venir vous chercher. Trop loin pour un hélicoptère, trop long pour un bateau, et inadapté à un avion qui ne pourrait pas se poser. C'est le scénario catastrophe. J'ai un petit coup de stress là. Je suis au milieu de l'océan Indien, il y a 35 nœuds de vent, les batteries descendent comme normal à 25%, pour lance une charge, il y a la génératrice qui démarre pas. Oh la vache. Si tu te fais les films, t'as plus rien, t'as plus d'énergie. T'es au milieu de l'océan Indien. Sans pilote, dans 35 nœuds, 45 nœuds derrière.
Juste une grosse frayeur. Une frayeur qui aurait pu déjà coûter le record, mais qui aurait surtout pu lui coûter la vie. Par chance, tout est rentré dans l'ordre. Mais nous ne sommes qu'à la moitié de notre tour du monde. Nous avons déjà fait pas mal de chemin, mais il nous reste encore quelques grandes étapes. Le Cap Leeuwin, le Cap Horn, puis la remontée de l'Atlantique que vous connaissez donc déjà. Au Cap Leeuwin, Gabbard y arrive après 19 jours et 14 heures. C'est 1 jour et demi de mieux que l'ancien record, mais 2 de moins que le record en équipage. En fait, seul, Gabbard fait presque jeu égal avec l'équipage de Francis Joyon. L'impossible n'est pas loin. Le Cap Leeuwin, c'est le second grand cap mythique. On y passe au large pour continuer notre tour de l'Antarctique et de ces îles flottantes qui peuvent atteindre la taille d'une ville comme Paris. Ces icebergs se détachent de l'Antarctique puis dérivent dans l'océan austral jusqu'à fondre petit à petit. On connaît les dégâts qu'ils peuvent causer à des navires de croisière. Iceberg, right ahead! Thank you. Thumbs out, over stop! It's gonna hit! Alors imaginez un voilier. Un petit peu la panique là. La vache. C'est, je pense, pas très gros, mais il est pas long. Heureusement il fait jour. Regardez devant. Oh la vache. On sait pas du tout en voir ici. C'était clair normalement. Oh putain. On va vite remonter un peu plus nord. Encore une frayeur. Mais là, la mer est forte. Le vent est imprévisible. C'est venté et pluvieux. Je vais vous montrer un petit peu dehors. Il y a 40 nœuds. On va à peu près aussi à 40 nœuds. La mer s'est formée et un peu comme d'habitude, on fait la course devant une dépression. Donc, j'essaie d'aller le plus possible pour éviter la zone de vent la plus forte. Là, je vais pas sortir dehors. Oh dangereux! Gabbard tente de surfer sur une dépression, mais elle devient petit à petit incontrôlable. Le bateau fonce à plus de 40 nœuds sur des vagues formées. Oh, ça rend peut-être pas compte, mais là c'est bon. Il y a 40 nœuds. Et il y a bien 5, 6, 7 mètres. Bon, je sais pas, c'est... Vous n'avez jamais vu à la caméra. C'est impressionnant. Le sommeil devient alors impossible et le bateau souffre. Alors Gabbard lâche le vent et perd 200 000 d'avance sur Coville. Il n'en reste plus que 600. Je suis en mode lent. J'ai quasiment plus de toile. Et j'essaye d'abattre le plus possible pour être dans le sens des vagues et assurer le coup. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, je pense. Si tu essayes d'accélérer un peu dans les vagues, là, ça c'est un tout pour tout casser. Donc je patiente un petit peu. On passe alors le point Nemo, le lieu le plus isolé de l'océan. Puis enfin, après avoir jonglé avec les dépressions, après avoir perdu sa batterie, après avoir évité des icebergs, Gabbard arrive au Cap Horn pour terminer son tour de l'Antarctique. 29 jours, 3 heures et 15 minutes depuis Ouessant. 2 jours de moins que Thomas Coville, avec le record absolu de la traversée du Pacifique en 7 jours et 15 heures. Alors certes, en passant le Cap Horn, Gabbard a maintenant 2 jours de retard sur le record du trophée Jules Verne de l'équipage Idexport. Mais il n'est pas loin. En gérant la solitude, le manque de sommeil et les réparations du bateau, il est toujours dans la course. Il ne faut maintenant plus que remonter l'Atlantique. Et c'est peut-être le plus simple sur le papier. Mais comme je vous l'ai déjà dit, avec la fatigue, un rien peut tout faire basculer, même au plus proche des côtes. Alors il faut rester attentif. La remontée de l'Atlantique, vous la connaissez maintenant par cœur. Longer la côte américaine jusqu'au large du Brésil, prendre l'alizé de sud-est pour rejoindre l'équateur, sortir du poteau noir, éviter l'anticyclone des Açores, et enfin rentrer à la maison. Et la première partie se passe bien. C'est la tempête, mais Gabbard s'en sort sans accroc. Il prend l'alizé et arrive à l'équateur avec 5 jours d'avance sur Coville et moins d'1 jour de retard sur Joyon. Et voilà! On vient de passer l'équateur il y a quelques minutes. Et maintenant, le gros chantier devant, c'est le poteau noir, qui a l'air pas trop méchant aujourd'hui. J'espère que ça va tenir. Vous voyez, il y a encore des petits nuages. Pas mal de vent. Et une fois que le poteau noir est passé, ben c'est l'alizé du nord-est. C'est à peu près presque du tout droit jusqu'aux Açores. On devrait arriver assez rapidement aux Açores. Et après, grand mystère au niveau de la météo. Au final, le poteau noir est traversé sans difficulté. Puis Gabbard contourne parfaitement l'anticyclone des Açores, direction Ouessant. Le record en solitaire sera explosé, c'est certain. Petit bleu là, c'est nous. La ligne rouge, c'est l'arrivée. Et on devrait couper peut-être un peu. 30 secondes de la machine. Mais pour le record ultime, pour le trophée Jules Verne, il faudrait un miracle. Et je préfère vous prévenir, il n'aura pas lieu. Nous sommes le dimanche 17 décembre 2017.
Et François Gabard arrive enfin. Il devient le 4e navigateur de l'histoire à battre un record sur un tour du monde en solitaire. Après les pionniers du Golden Globe Challenge, les aventuriers du Vendée Globe sur les IMOCA, puis les records sur trimaran de Francis Joyon, Ellen MacArthur et Coville, Gabard est maintenant tout en haut. À ce stade, il est indéniablement l'un des marins, si ce n'est le marin le plus accompli dans la course au large. Il a gagné le Vendée lors de son premier tour du monde, et il a popularisé une philosophie très différente de celle qui dominait auparavant. Il a mis la compétition au centre de l'océan, puis il a repoussé les limites humaines et techniques lors de son second tour du monde pour faire tomber le record. Et ça en optimisant tous les paramètres à bord d'un bateau nouvelle génération. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a tout fait? Maintenant qu'on a terminé notre tour du monde? La question se pose pour nous aussi. Parce que vous venez de terminer un tour du monde. La suite logique, ce serait de repartir pour un nouveau. Aller chercher le trophée Jules Verne, histoire de devenir le plus rapide, mais cette fois-ci pas seul, avec quelques copains, pour détenir le record ultime avec l'aide d'un équipage. Et c'est fin 2024 que le rendez-vous est donné, au même endroit, sur l'île d'Ouessant. Depuis 2017, Gabard a changé de sponsor et navigue maintenant sous les couleurs de SVR Lazartigue, et avec un tout nouveau bateau, une sorte de V2 de l'ultime massif, 32 mètres de long, 23 mètres de large, 15 tonnes. Un volant avec retour de force à la place de la barre, et surtout un aérodynamisme et un hydrodynamisme révolutionnaire. Un cockpit totalement fermé pour moins subir la force de l'air, et 3 safrans en T, ainsi que 2 foils en L pour s'élever au-dessus de l'eau. Et François Gabard connaît la recette. Il faut d'abord être patient, trouver la bonne fenêtre météo pour s'élancer et ainsi maximiser ses chances. Le stand-by débute le lundi 18 novembre. Tout l'équipage est alors prêt pour le grand départ, et pour potentiellement entrer dans l'histoire. Puis seulement 11 jours plus tard, l'alerte est donnée. Et c'est finalement le 30 novembre, à 8h51 précisément, que SVR Lazartigue franchit la ligne de départ. L'objectif est clair, faire le tour du monde en moins de 40 jours. Sauf qu'après 4 jours de mer, la mauvaise nouvelle arrive. Ouais, c'est François bord du trimaran SVR Lazartigue. Et malheureusement pas pour des bonnes nouvelles. On est donc dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 décembre et vers 1h du matin, on a cassé, fortement abîmé le foil tribord. Vraisemblablement suite à un choc. Et là, on a encore l'option et l'opportunité de revenir. Et potentiellement, on pourrait être capable de repartir assez rapidement derrière. Dès qu'une nouvelle fenêtre se présente, c'est dur, forcément. Parce qu'on était plutôt pas si mal, le bateau allait bien, allait vite au portant. Et en même temps, c'est pas complètement mort, donc c'est ça qui est... Bon voilà, il y a encore de l'espoir, c'est pas fini quoi. On est encore au début de l'hiver, au début du stand-by. Gabard et son équipe retournent alors à Concarneau pour réparer le bateau. Et les tentatives s'enchaînent, 17 décembre d'abord, puis 20 janvier. Mais elles seront avortées à cause d'une météo plus compliquée que prévu dans l'Atlantique Sud. Alors oui, au moment où je vous parle, Gabard n'a pas encore réussi son dernier pari. Enfin, son peut-être dernier pari. Bien sûr, d'autres tentatives sont prévues, mais le temps est compté. Il ne reste qu'un mois à François Gabard et son équipe pour tenter le record. Un mois avant que l'été austral ne se termine et que les glaciers ne reprennent leur place dans les mers du Sud, bloquant ainsi le passage de nos bateaux. Mais quel qu'en soit l'issue, en fait ça change pas grand chose à notre histoire, et ça change pas grand chose non plus à celle de François Gabard. Depuis le Tour du Monde 2017, tout le monde a déjà compris qu'il avait cette capacité rare à constamment repousser les limites de la performance. Et de l'extérieur, le Jules Verne ressemble plus à l'ultime sursis, la dernière marche et le dernier objectif d'une carrière au grand large menée avec maestria. En fait, pour Gabard, la suite de l'histoire semble ailleurs, sur Terre, où il s'est associé notamment à l'entreprise Vela pour utiliser l'énergie du vent, non pas pour gagner, mais pour décarboniser le transport maritime. Et pour ça, ils construisent un trimaran de 67 mètres, conçu pour une propulsion 100% à la voile, dont l'objectif est de rallier la France aux États-Unis en moins de 15 jours. Et il n'est pas le seul marin à s'être lancé dans ce combat, car pour trouver l'expertise, les entrepreneurs et les géants du secteur se sont tournés vers nos skippers, car ce sont eux qui maîtrisent à la perfection un savoir-faire vieux de 7000 ans, eux qui naviguent par la force du vent dans les eaux les plus dangereuses de la planète, eux qui repoussent chaque année les limites du possible. Alors oui, l'objectif est ambitieux, et il dépasse largement le cadre du sport. Mais pourtant ce sont bien nos marins, nos sportifs, Gabard et les autres, qui sont en première ligne de cette bataille. Alors après l'aventure Jules Verne, le petit prince de la voile aura le choix. Il pourra continuer de battre des records, entreprendre pour sauver la planète. Ou pourquoi pas, qui sait, un jour, juste faire le tour du monde. Tranquillement. Et profiter. Et je vous dis encore merci et à très vite.